Bienvenue à vous, chers visiteurs, pour cette émission intitulée « Le plastique dans tous ses états ». C'est un fait, la filière plastique bouge à grande vitesse, elle innove beaucoup, tout en faisant face à des défis comme la législation sur les sacs plastiques ou l'extension des consignes de tri, bien sûr. Alors, 3 temps dans cette émission et 20 minutes seulement pour en parler. Les enjeux principaux de cette filière. Avec vous, Christophe Morvan, vous êtes responsable communication d'Ellipso. Ellipso est l'organisation qui représente les entreprises de l'emballage plastique et de l'emballage souple en France. Puis un focus sur l'innovation. Nous décrypterons ensemble Pack the Future, le concours européen de l'emballage plastique et souple, donc organisé par Ellipso et son homologue allemand ICA, avec la participation sur ce plateau de 3 lauréats de l'édition 2015. Vinciane de Villers, vous êtes chef de produit marketing chez Albéa. Bonjour Vinciane. Bienvenue. En face de vous, Mathias Devel, manager R&D Europe de Plastipack, représenté en France par App France. Et Cyril Lega, vous êtes directeur commercial et marketing d'Ozemballe. Vous avez de la chance, votre stand est en face de ce plateau. Voilà, venez nous retrouver, bien sûr. Enfin, nous parlerons des déchets marins dans un 3e temps avec les initiatives en cours d'Ellipso, notamment d'Ellipso, qui n'est pas seul à s'engager en faveur des déchets marins, mais pour la protection des océans, effectivement, sujet fondamental. Tout d'abord, quelques chiffres clés du secteur. Christophe Morvan, Ellipso, ses missions, sa vie, son œuvre. Écoutez, tout d'abord, merci de nous recevoir, Ellipso et ses adhérents. Alors, Ellipso est l'organisation professionnelle représentant les fabricants d'emballages plastiques et souples. Nous avons aujourd'hui pour mission de défendre et de promouvoir notre secteur. Nous sommes reconnus au niveau des pouvoirs publics, puisque nous sommes l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des médias. Nous organisons quelques rendez-vous presse et nous avons pour ambition justement de promouvoir le secteur à travers des innovations. Nous le verrons avec le concours Pack the Future. Et nous avons également pour mission, comme je vous le disais, nous avons une politique qui s'inscrit pleinement dans le champ de l'économie circulaire. On va parler des extensions des consignes de tri, des taux de recyclage. Nous avons différentes missions également concernant la normalisation, la sécurité sanitaire. On les voit effectivement à l'écran. Voilà. C'est un travail qui se fait de façon non pas isolée, mais avec un certain nombre d'acteurs. Valorplast, Vacances Propres. Merci à Carole d'être présente aujourd'hui à ce plateau. La chimie végétale, on parlera des biosourcés, des sacs plastiques. Donc c'est des sujets qui sont... Que de sujets, effectivement. Et pourtant, le plastique est un matériau jeune. C'est un jeune matériau, les années 50 à peu près. C'est le petit nouveau. Mais il a un avantage, c'est qu'il a des fonctionnalités que peut-être d'autres matériaux ne puissent avoir. En termes de design, de couleur, de toucher, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, le plastique permet des réalisations fantastiques. Mais on va en reparler un peu plus tard. Le plastique, c'est fantastique. Absolument. Vous me l'avez servi sur un plateau. Et en plus, cette profession va bien. Merci, les étudiants. La profession va bien, puisque Asterès a mené une étude, c'était l'an dernier, progression de 3% en volume comme en valeur pour la filière. Oui, alors on a fait une enquête de conjoncture auprès de nos adhérents entre juin et septembre cette année. Donc les perspectives sont plutôt bonnes et même plutôt optimistes, puisque vous voyez qu'en 2015, on a un chiffre d'affaires qui est autour de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 2 millions de tonnes d'emballage, donc grosso modo 1 million dans le ménager, 1 million dans l'emballage plastique industriel et commercial, et puis 320 entreprises, 38 000 collaborateurs. Quand on fait un petit flashback en arrière à partir de 2005, on peut s'apercevoir que la tendance est toujours haussière à l'exception de 2009-2010, mais là c'était la crise économique qui frappait tous les secteurs d'activité, donc là... Vous avez été concerné comme tout le monde, bien sûr. Et 2015, on voit que la perspective est intéressante, plus 3%. Alors, 3 facteurs qui expliquent cette croissance. D'abord, elles sont tirées par l'export. Absolument. On est à plus 4,9% à peu près, alors que les ventes nationales sont à 2,3%. Le savoir-faire français s'exporte. Absolument. Vous avez tout résumé. Et puis, deuxième facteur qui aussi pousse les ventes à l'international, c'est les innovations. Le concours est là pour témoigner de la vitalité, du dynamisme de notre secteur. Les limites de ce matériau sont sans cesse repoussées. C'est ce qu'on se disait à l'instant. Pour qu'il continue d'exister quelque part, parce que matériaux fossiles au départ, énergie fossile au départ. Et on a cet éventail, on va en reparler, des matières premières, mais il y a aussi les matières biosourcées qui vont aussi prendre un peu de part de marché, les matières recyclées qui s'incorporent un peu plus dans la vie de tous les jours et dans nos emballages. Un grand enjeu pour la profession. Alors, ce qu'on appelle
peut-être injustement la fin des sacs plastiques chez les commerçants. Oui. Depuis le 1er juillet dernier, on a déjà une première brique de cette nouvelle législation et au 1er janvier prochain, on durcit les choses. Alors il faut faire la lumière, hein, c'est pas la fin de tous les sacs plastiques. Non, il faut pour être très simple et clarifier le problème, enfin c'est pas un problème, mais le sujet de sacs plastiques, c'est qu'au 1er juillet 2016, les sacs de caisse à usage unique sont interdits et seuls les sacs supérieurs ou égaux à 50 microns, donc c'est-à-dire une certaine épaisseur. Alors c'est les gros sacs hein, pour mettre toutes les courses. C'est les sacs dits réutilisables. Réutilisables, voilà. Et sont autorisés ceux-là. Sont autorisés. Hein. Et pourquoi ? Parce qu'on ne les jette pas dans la nature, tout simplement. Absolument. De toute façon, ils devront avoir aussi la mention ne pas jeter dans la nature, puisque effectivement, le geste propre, le geste du consommateur, c'est de le mettre dans une poubelle, le trier, le collecter. Donc l'objectif aussi en 1er janvier 2017, c'est pour les points de vente, les sacs métiers, donc les sacs que vous trouvez dans la boucherie, le charcutier, fromager, etc. Et les sacs fruits et légumes. Ces sacs seront automatiquement biosourcés. Donc une teneur biosourcée minimum 30%. Soyons clairs, les commerçants des métiers de bouche pourront continuer à délivrer des sacs plastiques, mais biosourcés. Biosourcés, voilà. Teneur minimum 30% en 2017. Et on va aller crescendo jusqu'à 60% en 2025. On a des étudiants qui nous regardent. Un biosourcé, c'est quoi exactement ? Alors, tous ne le savent peut-être pas. C'est de la fécule de pomme de terre, de l'amidon, de la canne à sucre, du maïs. Certains groupes adhérents chez nous mettent de la fécule de pomme de terre non comestible. Donc on récupère des fibres, la fibre ou la microfibre à l'intérieur par chimie, effectivement, voilà. Et on obtient des sacs biosourcés. Ouais. Les propriétés de ces sacs sont les mêmes que les sacs classiques ? Écoutez, les propriétés, c'est biodégradable. Il faut que ça soit biodégradable. Compost à 25 degrés. Et puis, il y a une véritable filière en France qui permet aujourd'hui de répondre et d'être prêt au 1er janvier 2017. Là aussi, le savoir-faire, l'ingénierie sont au rendez-vous. Ils sont au rendez-vous. On a Made in France, puisque grosso modo, pour faire simple encore, puisqu'il faut être rapide, mais 80% des sacs fruits et légumes et sacs de caisse, c'est origine Chine et asiatique. Donc tout ça, ça va changer. Ça permet d'utiliser l'industrie française. Biosourcée, voilà. Alors, il ne faut pas non plus être caricatural, hein, c'est-à-dire que le biosourcé ne va pas remplacer complètement. On a une complémentarité finalement des sources. C'est ce qu'on disait effectivement quand on a un petit peu préparé ce plateau. Il y a une diversification des matières premières. Vous aurez les matières d'origine fossile, comme d'habitude. Mais là, on va reparler un petit peu des problèmes de volatilité des matières premières d'origine fossile. On a les matières biosourcées. C'est un marché porteur, mais encore un micro-marché. Mais c'est une croissance exponentielle. Aujourd'hui, le marché biosourcé, c'est 2-3 fois plus cher, malheureusement, qu'une matière première d'origine fossile. Mais avec le fil du temps, ça va s'estomper. On a un problème de modèle économique aujourd'hui. Il faut que les acteurs investissent quelque part pour que le modèle, finalement, la pompe s'amorce véritablement. Et nous avons les matières recyclées. Et là, on aura un peu plus de matières recyclées puisque avec l'extension des consignes de tri, nous allons collecter davantage d'emballages plastiques puisque nous avons les bouteilles et flacons. Mais ça, on va revenir sur cette extension des consignes de tri un peu plus tard. Justement, parlons-en. On est aujourd'hui dans une phase qui dépasse même la phase de test. Oui. Puisqu'on a eu un test qui a été mené sur l'extension des consignes de tri, c'est-à-dire l'élargissement du tri des matières plastiques à l'ensemble des contenants, finalement, à l'ensemble des emballages, entre 2010 et 2014, qui a été relativement concluante. Et aujourd'hui, on est sur le déploiement, donc je crois qu'à peu près 15 millions de Français sont concernés. Oui, en fin d'année, on va être à 15 millions d'habitants, puisque la période de test était en 2012, a été initiée en 2012 auprès de 4 millions d'habitants. Fin 2016, un quart de la population française, qui n'est pas neutre, pourra collecter et trier l'ensemble des emballages plastiques. Et en 2022, donc c'est la loi de transition énergétique, l'ensemble des Français pourront collecter, trier l'ensemble des plastiques. Ça nous concerne tous, mais quelque part, ce n'est pas une complexité pour le consommateur, c'est une simplification du geste de tri. C'est une simplification avec un code couleur, etc. On met tout dans la poubelle jaune. Absolument. Tous les contenants plastiques. Et ce qui va permettre de booster le taux de recyclage, puisque aujourd'hui, il faut quand même savoir que l'emballage plastique, l'ensemble en fait, avant de parler des emballages plastiques, les emballages ménagers, il y a un taux de recyclage de 67%, oui. Tous matériaux confondus. Oui. Pour l'emballage plastique, on est à hauteur de 25%, et l'objectif c'est de passer à 55% à l'horizon 2022, en collectant évidemment, on a dit les bouteilles et flacons, mais également les pots de crème fraîche, les pots de yaourt, les films, les sachets, etc. Alors on parlait de 25%, ça peut paraître un chiffre choquant quelque part, ça paraît très faible. Quelles en sont les raisons ?
Écoutez, la collecte en 2014 a commencé uniquement sur les bouteilles et flacons. Et donc, donc déjà, on n'était pas sur tout le spectre, du gisement. périmètre du gisement. Ouais. Et donc, c'est pour ça que l'expérimentation menée par Éco-emballage en 2012 a prouvé, avec des hausses de collecte assez conséquentes. Je me rappelle un article que j'avais vu dans la presse sur la ville d'Angers qui avait augmenté la collecte de plus de 50%, ce qui n'est pas neutre en incluant les films, les sachets, les pots, les barquettes, etc. Donc ce qui montre que si on explique clairement aux gens... On dit 25% parce qu'il y a une déperdition colossale finalement dans la poubelle classique, dans la poubelle des déchets ménagers. Hein. Et puis d'autre part parce qu'une partie des emballages... était très difficilement recyclable et partait en refus. Il y aura des emballages, de toute façon, il faut le dire, des emballages plastiques qui ne pourront pas être recyclés. Les petits parce que c'est très bonbons, composite. Ces petits emballages ne pourront pas se recycler. Donc là, ça sera la valorisation énergétique qui sera mise en avant en tant que solution, puisque certaines solutions techniques, économiques ne pourront pas, les filières ne pourront pas être économiquement viables. Donc ça sera la valorisation énergétique qui sera la solution de recours. Et ça, ce sont les enjeux pour vos adhérents, finalement. Hein, trouver les bonnes solutions de recyclage. Alors, parlons Pack the Future, maintenant. Ce concours, donc, qui en seulement 2 éditions, ce concours, ces trophées... se sont fait remarquer dans l'univers de l'emballage plastique et souple au niveau européen. Le concours, donc, c'est vous qui l'avez lancé, Ellipso, avec ICA également, votre homologue allemand. ICA, ça veut dire Industrie Vereinigung Kunststoffverpackungen e.V. On est d'accord. C'est mieux de dire ICA quand même. Hein. ICA, ça me va. C'est mieux. Hein. Gros succès pour la 2e édition, Christophe Morvan, puisque 57 candidats ont concouru. Oui. Retour sur les tendances relevées lors de cette édition. Peut-être avant de parler des tendances, je voulais juste vous montrer très rapidement les membres du pré-jury, parce que ce concours, il ne se fait pas seul, il se fait aussi avec des designers, des consultants, des gens de chez Nestlé, donc Carrefour aussi est présent, des journalistes, vous avez Françoise Albazini qui est sur le plateau précédemment, donc ce sont des gens, des experts qui sont très légitimes pour trancher de façon collégiale. Voilà. Alors, je vous ai mis très rapidement un bilan des 2 premières éditions, très rapidement on passe de 49 dossiers à 57 dossiers. Les tendances pour 2015, c'est qu'on est plutôt parti, et vous allez le voir, vous allez voir ici, c'est plutôt sur le juste dosage. Cyril va en parler avec le juste dosage. On en parle souvent. Le produit lessivier à juste dosage aussi, on lisait à l'instant ce produit. Il permet d'économiser pas mal de tonnes d'économiser de tonnes de matières premières. Voilà. Bah oui, parce qu'on dose mal, quoi. Voilà. Absolument. Il y a le juste dosage qui doit être là. Alors, on a l'éco-conception, la production du produit, le bénéfice sociétal aussi. Ça, c'est quelque chose qui monte parce que c'est une attente des consommateurs. C'est une attente des consommateurs. Absolument. Il y a la consommation nomade, l'ouverture facile. Pour les seniors aussi, parfois certains emballages sont très compliqués à ouvrir. Donc là aussi, il y a des technologies, il y a un savoir-faire. Pas seulement pour les seniors. Hein. Et pour pour tout le monde. Quoi. Quand on n'a pas sa paire de ciseaux, souvent, on a du mal. Voilà. Alors, cette 4e édition, effectivement, il y a le Safe Food. Et moi, j'encourage vivement la presse européenne et internationale. Ça veut dire que vous avez inclus la catégorie agro. Agroalimentaire. Parce que le gaspillage alimentaire est un petit peu à la mode, on va dire, un peu tendance. La loi sur le gaspillage alimentaire a été votée cette année en 2016 en France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'initiatives sont lancées. Et donc, nous avons voulu mettre en place cette catégorie. D'ailleurs, on aura, lors de la cérémonie, à Interpack, je vous invite à venir le 9 mai 2017 nous rejoindre à Interpack. Voilà. Avec grand plaisir. Alors, je voudrais qu'on interviewe vos lauréats maintenant pour l'édition 2015. Vinciane de Villers, donc chef de produit marketing, boîtier et lipstick chez Albéa. Bonjour. Donc rouge à lèvres, bien sûr. Société d'origine française. Et vous avez une usine de lipstick à Plouhinec en Bretagne. Donc c'est plus Cocorico, c'est Braise Rico, n'est-ce pas? Vous avez innové en créant le compact attraction qu'on voit à l'écran, puisqu'on va diffuser maintenant une photo. On va y arriver, il faut absolument qu'on le monte. Là, on est sur les déchets marins, donc on va réussir à la trouver. Sinon, vous pouvez nous le montrer, Vinciane. Voilà, on peut montrer ce petit boîtier, qui est un boîtier qui paraît tout à fait classique, en dehors du fait qu'il est extrêmement joli. En quoi consiste l'innovation ?
Alors, effectivement, aujourd'hui, je représente la société Albéa, qui est un leader du packaging cosmétique présent dans le monde entier. Nous fabriquons effectivement des tubes, des systèmes de diffusion comme les pompes, des produits de maquillage et également nous avons une société de trading. Aujourd'hui, on va parler plus précisément effectivement de ce boîtier Attraction. Donc l'innovation Attraction, je vais vous demander de m'aider. Voilà. C'est Christophe Morvan qui va faire le guide, voilà, le présentateur. Hein. Alors, donc, il semblerait l'innovation au niveau qu'elle d'Attraction, ne se voit pas, cette innovation. Voilà. Et le brevet dont on dispose chez Albéa réside principalement dans sa charnière, au sein de laquelle nous avons retiré l'épingle métal que l'on trouve dans de nombreuses charnières de compact pour la remplacer par une épingle en plastique. Donc ce boîtier, au niveau de sa charnière, est donc dénudé de son épingle métal, sans pour autant oublier les demandes de nos clients qui sont des demandes de boîtiers luxe, de fermeture soft, d'effets métalliques. C'est aussi pour ça que le boîtier Attraction dispose d'une fermeture particulièrement soft, avec un effet magnétique à la fermeture, sans aucun aimant. Et pourtant, vous avez retiré l'aimant, effectivement. Et nous avons absolument aucun aimant. Donc effectivement, Attraction, sa charnière et sa technologie peut être aussi adaptée à différentes formes de boîtiers. On l'a proposé ici sur une forme rectangulaire. Il est aussi, à ce titre, comme il n'a pas de pièce métal, il était aussi économique. Économique et il est écologique. Écologique, voilà. Et vous avez chiffré les bénéfices environnementaux. Absolument. Donc on a fait une étude sur un boîtier similaire qui dispose d'une charnière avec une tige en métal et d'un aimant. Et on a pu constater que sur le boîtier Attraction, nous avons une réduction de 76% d'impact sur l'épuisement des ressources en métal, moins 13% d'impact sur l'impact climatique. La fabrication de CO2, tout simplement, voilà, pour la production du boîtier. Et moins 58% d'impact sur la couche d'ozone. Donc, à ce titre, nous sommes évidemment assez fiers de cette innovation et de tous les ingénieurs, et techniciens et dessinateurs qui pensent les produits de demain. Des choses simples, parfois des idées simples sont efficaces pour le développement durable. Merci beaucoup, Vinciane, pour cela. Et on a un applaudissement de Cyril Legat de la société Aux Emballes. Merci les étudiants, super. Allez, bravo pour Albéa. Et pour le boîtier, donc compact Attraction. Mathias Devel, Plastipack, donc manager R&D Europe. Vous avez une superbe innovation à nous présenter. Alors superbe parce qu'on la voit, évidemment. Quand on voit, c'est facile de comprendre. Et là, en plus, c'est beau. Alors expliquez-nous. Oui. Alors, ça s'appelle le Spray Pet Reveal. C'est une véritable innovation. Spray Pet Reveal. Oui. C'est une véritable innovation dans le monde des aérosols. Aérosol. Aérosol, voilà. Oui, mais excusez mon français. Non, ne vous excusez pas, mais mais l'innovation se trouve c'est combiner une bouteille plastique aérosol, qui est déjà une innovation ça même. Alors attendez, soyons clairs. Dans un aérosol, il y a du gaz. Oui. Alors, mais vous l'avez séparé du produit. Alors, on prend un peu le concept bag-on-valve qui est connu dans les aérosols métalliques. Mais là, on a fait tout ça en transparent, 100% transparent et 100% en PET. Oui, c'est du PET et il est très souple. Hein. Oui, les deux matières sont 100% PET. Ça veut dire que ça assure une visibilité totale du produit, mais aussi ça a un fort impact visuel en rayon. Alors, alors effectivement, on imagine par exemple, on pourrait dire que c'est presque du parfum. Imaginons que ça soit une bouteille d'huile. Oui. Pour mettre dans la salade. Correct. Alors, ça sert à quoi du coup? Je viens de vous expliquer parce que faire ça tout en transparence, mais en conservant tous les avantages d'un aérosol classique. De la technologie standard de bag-on-valve. Ça veut dire qu'on veut pulvériser le produit dans toutes les directions et on peut vider complètement le contenu. Oui, c'est ça. Ça. Donc, quel que soit le produit qu'on met à l'intérieur, on vide complètement la bouteille. Correct. Moi, je trouve important, alors ça, c'est mon avis de consommateur, qu'on soit sûr que le gaz n'est pas mélangé avec le produit, finalement. Correct. Imagine une laque, par exemple. On sait que seul le produit actif vient
sur les cheveux, quelque part. C'est un vrai atout marketing. Correct. C'est tout le produit qui vient, qu'on peut utiliser. Oui, correct. Et en plus, c'est beau. Hein. Et en plus, c'est beau. Ouais. Alors, le produit est déjà introduit en Europe. Quelles sont les premières applications? Alors, les premières applications sont dans les domaines de produits d'entretien, mais aussi dans soins d'hygiène personnelle. Et dans les produits alimentaires, comme vous avez dit, l'huile, par exemple, l'huile, et aussi pour les produits industriels. Alors, en cosmétique, on est presque proche de la beauté. Là, on peut avoir des applications marketing très intéressantes. Oui, mais pour l'instant, on a des clients qui sont en train de valider ce concept, et ça va être mis en marché, je pense, en 2017. 2017. Oui. Donc, c'est commercialisé ailleurs, en Europe? C'est pas commercialisé dans le marché, Ouais. mais pour l'instant, c'est chez des clients en validation et pour mettre ça en marché en 2017. On imagine que vous l'attendez, hein? Oui, certainement. On est très fiers de ce produit. Et il y a de quoi, parce que c'est entièrement recyclable, on le répète. Oui. PET, Là, 100%. Oui, c'est 100%. C'est la grosse car innovation. c'est 100% PET, c'est collectable avec des systèmes d'aujourd'hui. On voit bien, Christophe Morvan, les progrès du PET avec ce produit. C'est quand même formidable d'arriver à faire quelque chose d'aussi fin, finalement, qui soit comme une poche presque papier, alors que c'est du PET. Correct. Voilà. Merci. Cyril Legua, on passe à vous. Vous êtes directeur commercial et marketing. Bravo pour l'innovation, effectivement. d'App France, de Plastipack. C'est un emballage qui fait un peu rêver, hein, on le croit. On le croit volontiers. Cyril Legua, aux emballes, vous avez réinventé le flacon doseur. Alors là, on n'est pas dans le rêve, hein, on est dans le concret. Bonjour, merci. Bonjour. Juste pour parler un peu d'Aux Emballes, parce qu'on n'est pas très très connu, et pourtant on est une société française, on est fabricant de flacons. On a tort de ne pas vous connaître. Je pense qu'on a tort, c'est pour ça qu'on m'invite tous les ans. À force, je pense qu'on va nous connaître. Tout comme on a raison de connaître la société Albéa aujourd'hui, voilà. On est fabricant de flacons en PE, en PP et en PET. Donc c'est une expertise qu'on a depuis un certain nombre d'années. Et notre idée, c'est toujours de créer de l'innovation. On est sur un marché qui, la valeur ajoutée n'est pas toujours là. On essaie de nous tirer vers le bas, parce que le flacon, ça fait longtemps que ça existe. Bah, quelque part, oui. Puis on se dit, mais même les doseurs, on en a déjà vu il y a 20 ans, il y a 30 ans. On se dit, qu'est-ce qu'ils viennent apporter? C'est intéressant. Ces gens-là. Le premier brevet date de 1980 sur le flacon doseur. Et moi qui suis nouveau dans ce métier depuis 5 ans seulement, c'était une des premières réflexions que j'ai eues. C'était de me dire comment on peut essayer d'amener quelque chose de nouveau plutôt que des bouteilles que ma grand-mère utilisait toujours avec son bouchon doseur. Ça, c'est parce que vous fréquentez les bars que vous avez eu cette idée. Hein. Ça ressemble à quelque chose, mais ça n'a rien à voir. Non, mais on peut mettre également dedans du Ricard si vous le souhaitez. Ça permet de consommer avec modération. Vous voyez, c'est tout l'avantage du sujet. L'idée, c'était de créer encore quelque chose d'intelligent. C'était de se dire de ne pas créer des flacons, on en fait au kilomètre des millions par an. Tout le monde sait le faire. C'est comment on peut amener des choses nouvelles sur le marché. Et puis surtout, on a gagné, alors je ne sais pas si on peut montrer, mais on le voit déjà, ce joli trophée de Pack the Future. Et on a gagné dans la catégorie bénéfice sociétal. C'était important. Comment on peut faire pour notre société? On peut recycler. Éviter la surconsommation des produits ménagers. Recycler est un fait, mais on peut peut-être aussi travailler en amont. Ouais. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Bonne idée. C'est pas que le plastique, c'est aussi à l'intérieur. Si on utilise mal le flacon, on va mettre beaucoup plus de produits. Ce produit peut détériorer aussi bien les sols ou quoi que ce soit. Si c'est du détergent, ça peut être, parce qu'on en parle aussi dans la cosmétique, ça peut être aussi d'avoir des mauvaises applications cosmétiques. Donc c'est de travailler vraiment en amont. Après, ça a été de faire quelque chose de simple et de démocratiser ce flacon. Dans ce qui existait, qu'est-ce qui est nouveau par rapport à ce qui existait sur le marché? C'est la vraie capacité que la dose soit fiable. La dose est fiable, mais surtout, on peut en faire toutes les formes que l'on veut. C'est pas un flacon, c'est un système de dosage. Alors attendez, là vous nous avez amené des boîtes. Je vous en ai amené de grand format et une boîte de petit format. Une petite, donc voilà. c'est des bouteilles. Exemple d'application, la petite bouteille, on met quoi dedans? Ce que vous voulez, mais on peut mettre de la détergence. J'ai quelque part. De la détergence. Quand vous lavez, si vous voulez laver vos sols, j'ai une dose à mettre. Alors ça marche, c'est très simple. Alors si montrez-nous. Sur nous. Pour l'instant, c'est no touch. C'est ça qui est important. Je peux avoir un produit très dangereux à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de l'ouvrir ou quoi que ce soit. Être en contact avec le produit. Je le retourne, hop, je descends. Ça remplit la dose. Par un système de siphon. Et on voit que j'ai ma dose. Et la dose est là. La dose est à l'intérieur. C'est extraordinaire. C'est magique. Guy Lux dirait. Non, Pierre Bellemare. Est-ce que vous nous offrez le port quand on vous le commande? Parce que c'est important de savoir Bientôt, ça sera au téléshopping, je pense. Non, mais ce qui est intéressant, c'est surtout que tant que je n'ai pas ouvert, je peux communiquer. C'est-à-dire que là, sur ce type de modèle, j'ai une dose qui est réglable. Donc si je penche en avant, quelque part, je vais enlever du liquide. Tant que je n'ai pas ouvert le flacon, je peux communiquer autant que je le souhaite. C'est ça l'innovation. L'innovation, c'est ça, je suis no touch. Et quand j'ai ouvert, alors je pose le micro 2 secondes.
Attention, il va verser un détergent sur le plateau. Ah, non, c'est juste du colorant. C'est-à-dire, quelque part, je ne vais verser que la dose. Ah non, c'est bien. Qui est utile. Non, voilà, je ça peux marche, collapser au maximum dessus. On voit que j'appuie très fort dessus. Je ne donne que la bonne dose. C'est ça qui est important, donc c'est fiable aussi pour les marques. J'adore les camelots. Je vais ouvrir mon parapluie avec tous les petits précidos qui sont dedans tout à l'heure. Bon, ok. Non, mais surtout ce qu'on voulait montrer, donc c'est fiable, c'est intelligent, je peux en faire toutes les couleurs que je souhaite, c'est ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant, et toutes les formes, je fais du rond, du carré, du avec poignée, sans poignée, on peut en faire ce que l'on veut. Et les applications sont infinies, effectivement. On l'a développé au début pour l'industrie et la détergence, on pensait que c'était là où il y avait le plus de produits à doser. On a aujourd'hui des projets même sur la cosmétique, parce qu'il faut savoir que même en cosmétique, on dose avec des pompes ou des sprays, mais il y a d'autres produits également qu'on a besoin de mélanger chez les professionnels. Chez les coiffeurs, par exemple, les colorations. Voilà, les colorations chez les coiffeurs, sur tous les soins. Et donc là, il faut qu'ils mettent les bonnes doses pour que ça soit efficace. Il faut savoir que souvent, c'est des produits qui ne sont pas actifs, qui vont être actifs avec de l'eau, d'où l'intérêt de mettre la bonne dose à l'intérieur. Ouais. Voilà ce produit magique. Applaudissements pour Rosenbal, mesdames, Merci messieurs. beaucoup. Qui nous l'a bien vendu, hein, mais vous êtes là pour ça. Donc notre stand est en face. Si vous voulez en savoir plus, vous êtes les bienvenus pour nous voir. Merci à nos 3 lauréats. Retour avec vous, Christophe Morvan. Ellipso et ses adhérents. Alors là, on revient dans un sujet très sérieux et très sociétal et fondamental pour l'avenir de nos océans. Si on veut continuer à nager correctement dans les mers et dans les océans, il faut s'engager dans la protection des océans. Je vous propose tout de suite de regarder une petite vidéo de quelques secondes sur les déchets marins. Regardez. Alors, on est revenu en plateau parce qu'on n'a pas le son sur cette vidéo, c'est bien dommage. L'idée, c'était de sensibiliser donc le geste propre. Les vacanciers au geste propre, et pas seulement les vacanciers. Hein. Vacanciers et tous les citoyens que nous sommes. Pour résumer, la problématique des déchets marins, c'est un sujet qui concerne tous. Nous sommes tous des consommateurs et quand on veut nager, on préfère nager dans un océan avec moins de déchets. Et parmi les déchets, sachant qu'on ne les voit pas, ils sont au fond. Certains on les voit, d'autres non. Certains on les voit, d'autres non. Ouais, certains coulent. Et on n'en parle pas. Donc parmi les déchets. Alors comment faire précisément? C'est vraiment dans le geste. Alors, on va parler peut-être du geste, mais avant, quelques chiffres, à mon avis, qui me semblent importants. Ouais. Si on peut passer juste la première slide, alors je ne sais pas si on va revenir sur nos slides, mais il faut savoir que 80% des déchets marins viennent du continent, donc c'est à la source qu'il faut traiter le problème, et 20% viennent des bateaux. Bateaux, plaisanciers, pêcheurs. D'ailleurs, on est en train de travailler justement sur les filets de pêcheurs. C'est un sujet sur lequel on va se pencher. Donc, viennent du continent, c'est-à-dire ces sacs qui se retrouvent dans les ruisseaux, dans les eaux usées, qui vont vers dans les eaux usées et qui vont vers alimenter finalement la mer et les océans. Ouais. Voilà. Donc, le problème doit être à la source. Il faut collecter, trier davantage, donc encourager le consommateur à faire le geste citoyen, le geste propre. Donc ça, c'est l'opération Vacances propres. Absolument. Alors peut-être quand même pour savoir que les déchets marins, 80% des déchets, je vous ai dit 80% viennent du continent, mais 50% des déchets marins viennent de 5 pays. Il faut le savoir, c'est une source, c'est une étude qui a été faite par l'Ocean Conservancy. C'est la Chine, le Sri Lanka, le Vietnam, les Philippines, et j'en oublie un, le Vietnam. Ah bah dites donc. Vous voulez dire en termes de fabrication? En termes de 50% des déchets marins viennent de ces 5 pays. D'accord. Dites donc. Donc ça, c'est une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Ça stigmatise beaucoup l'Asie, hein, en l'occurrence. Il y a un problème de collecte des déchets dans ces pays, là-bas, et qu'il faut régler. Et c'est pour ça qu'il faut que... C'est un problème mondial. Moi, je veux dire que les déchets marins, c'est un sujet mondial complexe où toutes les parties prenantes sont concernées. Les déchets marins n'ont pas de frontières. Et c'est ça qui est important de comprendre. Alors oui, on a une opération, on a déclaré, enfin l'industrie plastique a signé une déclaration mondiale en mars 2011 pour lutter contre la pollution des océans. Alors quand on signe une déclaration, ça veut dire quoi? C'est des mots ou derrière on agit et comment? Alors, on finance? C'est la question que je me suis posée il y a 4 ans quand je suis arrivé à Ellipso, il y a 4-5 ans. Est-ce que c'est une simple déclaration et qu'est-ce que l'on fait concrètement?
Tout simplement, il y a plusieurs actions qui ont été menées. Au niveau mondial, plus de 180 projets ont vu le jour, avec des ONG, des collectivités locales, des associations, avec l'ONU, avec des comités scientifiques sur les 4 coins de la planète. Donc ce sont vraiment des projets au niveau mondial. Et ce sont les ONG. Donc vous financez les ONG. C'est l'industrie du plastique qui est locomotive de ces 180 projets, avec des financements, partenariats publics-privés. Et ces projets sont les idées qui débouchent sur les opérations concrètes, finalement. Absolument. C'est comme ça que ça marche. Surveillance. C'est important à dire, parce que ça, c'est tout le temps un petit peu... nébuleux dans notre esprit. Il y a une autre opération, c'est Je navigue, je trie. Oui, alors Vacances Propres, nous sommes adhérents de Vacances Propres pour justement ce qu'on disait, la prévention des déchets sauvages. Donc nous avons initié, Vacances Propres a initié, nous avons accompagné en tant que partenaire l'opération Je navigue, je trie, qui a pour but de sensibiliser les plaisanciers aux gestes propres. Oui, parce que... Ne pas jeter par-dessus bord. Non. On a tous, enfin je ne sais pas si on a tous vu le film sur la vie du commandant Cousteau qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais il y avait le cuisinier de la Calypso qui jetait sa poubelle par-dessus bord, ce qui a engendré la conscience écologique chez le fils du commandant qui a Cousteau. parrainé C'est d'ailleurs très Vacances intéressant Propres. à regarder ce petit moment du film, effectivement. Un label, le label Pavillon Bleu, pour terminer. Oui, alors Pavillon Bleu, donc c'est les ports de plaisance. On a sur Je navigue, je trie, l'objectif c'était effectivement de cibler des ports de plaisance qui ont plutôt le label Pavillon Bleu tant qu'à faire, puisqu'ils ont une conscience écologique. Avec Et que même retransmettent les informations sur le fait de ne pas jeter par-dessus bord, d'emporter les sacs et de les ramener. Bon, voilà, le plaisancier qui va sur un port de plaisance label Pavillon Bleu avec l'opération Je navigue, je trie, concrètement, il va arriver à la capitainerie, on va lui donner des sacs réutilisables voilà, c'est ça. pour le recyclable, et puis tous les sacs ordures ménagères en libre service. On initie une conférence de presse une fois par an, donc pour sensibiliser justement les plaisanciers, mais aussi les médias, la presse, à ce type d'opération. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé de 17 ports de plaisance il y a encore 3-4 ans. On est aujourd'hui à 41 ports de plaisance. Et ça fait des émules puisque l'Italie, Monaco jouent le jeu maintenant, ils nous ont rejoints. Et nous avons présenté avec Carole il n'y a pas très longtemps à Bruxelles cette opération. Ça fait des émules aussi au niveau des Écossais et des Anglais. Keep Tidy Scotland et Keep Tidy Britain sont très intéressés par cette démarche. Donc je pense que l'opération a de beaux jours devant elle. Et on l'encourage de tout notre cœur. Bravo. Merci à nos invités également sur ce plateau. Il y a peut-être une opération qu'on a oubliée, Clean Sweep, en 2 minutes. Une minute. Beaucoup moins. Clean Sweep aussi, c'est une opération qui est menée par Clean Sweep. C'est zéro perte de granulés dans l'environnement. C'est plus de 50 sites industriels aujourd'hui qui ont signé cette charte de bonne pratique pour éviter tout simplement que ces granulés se baladent dans la nature, dans l'environnement. Et là, nous avons plusieurs signataires qui ont joué le jeu. C'est une démarche canadienne-américaine. Et là aussi, c'est en train de prendre de l'ampleur. Bon, rendez-vous sur ellipso.fr pour toutes les informations relatives à ce sujet. Merci à nos invités, à vous, Vinciane de Villers, Albéa, pour Compact Attraction. Merci à vous, Mathias Devel, Plastipack, pour votre spray PET Reveal. Et à vous, Cyril Lega, aux emballes, pour votre doseur du futur et du présent. Et à vous, Christophe Morvan, rendez-vous bien sûr sur vos stands pour découvrir vos innovations. Dans quelques minutes, sur notre plateau, Africa Pack by ITC, International Trade Center, nous donne sa vision de l'emballage pour l'exportation des produits. Une émission animée par Annette Frédinger-Leget. Et encore une fois, applaudissements pour nos lauréats de Pack The Future. Très bel après-midi sur All for Pack Paris.